Notre pays produit 150 000 tonnes de noix de cajou par an et c'est parti pour la campagne de commercialisation en 2024-2025. Malgré les difficultés, les acteurs du secteur entendent maintenir le cap. Culture Mali 2025 a été lancée, vous le savez certainement, et pour mieux expliquer les enjeux de ce projet, des missions du ministère en charge de la culture sont sur le terrain dans certaines régions pour visiter les acteurs culturels, pour inciter les acteurs culturels à s'impliquer davantage. Mois de Ramadan, mois de grande consommation de certains produits alimentaires, une équipe de ORTM1 s'est rendue sur le marché pour voir l'approvisionnement en denrées de première nécessité. 20h de ORTM1, bonsoir à tous et merci de votre fidélité. C'est parti pour la campagne de commercialisation 2024-2025 de la noix de cajou, un secteur stratégique sur le plan économique. 150 000 tonnes sont produites chaque année. Malgré les difficultés, les acteurs du secteur restent engagés pour maintenir cette dynamique. Pour la campagne de cette année, le kilo de la noix de cajou sera cédé à 390 francs CFA. Les détails avec Aldumatina. Avec une production annuelle de 150 000 tonnes, le Mali se classe parmi les pays producteurs d'anacarde en Afrique de l'Ouest. Les acteurs de cette filière hautement stratégique sur le plan économique et de création d'emplois lancent à travers cette rencontre la campagne 2024-2025 de commercialisation de l'anacarde. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 personnes qui travaillent dans cette filière. Le lancement officiel est marqué par d'abord les prix. Donc les différents acteurs de la filière se sont mis d'accord sur un prix de commercialisation, un prix de vente de l'anacarde qui est de 390 francs donc, par le kilo. Mais vous pouvez imaginer 390 francs et le Mali fait 150 000 tonnes. Donc cette campagne, c'est au minimum 150 000 tonnes. Donc vous voyez quelle manne financière ça fait. C'est plusieurs dizaines de milliards qui est pour le monde rural. L'anacarde occupe une place remarquable dans la stratégie de développement et de diversification des exportations. Cependant, la filière demeure confrontée à des difficultés à la fois au plan de la production, commercialisation et transformation. La filière anacarde contribue substantiellement à la création d'emplois et de revenus en milieu rural, au développement socio-économique des zones de production et au rehaussement des recettes d'exportation au Mali. Et pour résoudre les difficultés, il faudrait recentrer la stratégie de développement de la filière anacarde sur la promotion de la transformation. J'invite l'ensemble des acteurs au respect du prix de vente convenu, à savoir 390 francs le kilo d'anacarde. Nous avons beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est que du fait que les étrangers, les pays voisins viennent payer notre anacarde et les faire sortir et les redevances, disons, sur l'exportation, donc entre 35 francs et 100 francs par kilo. Et nous, on a zéro. On a été compris par le chef du département de l'agriculture, donc avec lequel on va travailler, donc pour pouvoir résoudre ces difficultés. Donc les techniques existent et on a les savoir-faire. Et donc on sait comment nous pouvons procéder rapidement pour que l'anacarde puisse aussi, et donc surtout la transformation. En plus d'être une plante agricole, l'anacarde est aussi une plante industrielle. Quant à la campagne de commercialisation dans notre pays, elle se déroule du mois de mars jusqu'au début de la saison pluvieuse. « 2025, année de la culture », nous ouvrons à présent la page consacrée à cet effet pour identifier les industries culturelles créatives afin d'établir une cartographie de ces entreprises culturelles. Une mission s'est rendue dans certaines régions du Mali, notamment à Sikasso et Akita. Pour plus de précision, écoutons Ella Jamadou Diop, chargée des industries culturelles créatives au niveau du programme Mali Culture 2025. Il est au micro de Youssouf Diakité. Dans le cadre justement de la mise en œuvre du projet présidentiel Culture Mali 2025, il y a une des activités principales qui consiste à déterminer les identités culturelles fortes par région.
c'est-à-dire établir une cartographie des industries culturelles et créatives et des entreprises culturelles par rapport à chaque région. Donc à cet effet, il y a des missions qui ont commencé la semaine dernière, des missions qui ont été effectuées à Koulikoro, qui ont été effectuées à Kita. Donc en ce qui nous concerne, notre équipe s'est rendue dans la région de Sikasso. Donc cette mission a été très très fructueuse parce que ça nous a permis de découvrir qu'est-ce qu'il y a comme patrimoine, identité culturelle forte par rapport à chaque région. En ce qui nous concerne dans la région de Sikasso, on peut d'ores et déjà dire que le Kouloubi, qui est une vraie identité forte, ainsi que le Tata se sont détachés. Donc ainsi des travaux sont en cours, déjà pour voir comment développer ces deux identités. Et nous avons eu l'occasion aussi de rencontrer M. Neba Solo, qui est une icône de la musique malienne, mais sous d'autres formes, à travers son centre qui s'appelle Kene Music, où il fabrique des instruments traditionnels. Le balafon, qui est un grand symbole aussi de la région de Sikasso, et les autres instruments comme le bara et comme le tchahara, et comme les flûtes sénoufo, qui sont des instruments qui sont en train de disparaître, et voir comment est-ce que dans l'accompagnement de son centre, développer toute une industrie de la fabrication, de l'apprentissage, de la pratique, parce qu'il a aussi un studio dans lequel il produit. Il y a cela. Et ce qui est intéressant dans cette mission, pour la valorisation de nos cultures et de nos identités propres à chaque région, nous allons faire une cartographie. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va parler d'une région, on saura que dans cette région-là, il y a telle et telle activité qui ressortent, qui font la gloire. Par exemple, à Kita, nous savons que nos plus grands artistes griots prennent leur source au niveau de Kita. Il y a aussi des sites touristiques comme les Kitakuru et il y a aussi l'arachide au niveau de la gastronomie, et que l'arachide qui comporte aussi d'autres aspects culturels visibles et invisibles que nous allons développer. Sikasso, effectivement, quand on parle de Sikasso, tout le monde pense au balafon, mais aussi nous avons eu la chance d'être reçus au niveau du vestibule par les notabilités et les légitimités traditionnelles qui nous ont parlé, comme toutes les personnes que nous avons eu la chance de rencontrer à Sikasso, d'une identité forte qui s'appelle le Kouloubi. Le Kouloubi qui est une pratique ancestrale de plusieurs centaines d'années, où des femmes, des jeunes femmes de la ville, au sein nu, traversaient la ville avec des chansons, habillées de manière traditionnelle, avec de l'encens sur des talismans autour de leur corps. Et les jeunes garçons essayaient de les arracher, et les jeunes femmes les fouettaient, et les jeunes essayaient de... Voilà, c'était une petite pratique, disons une grande pratique de la région qui se faisait, et nous allons voir comment est-ce que nous allons revitaliser et mettre ça au goût du jour. Donc il y a le Kouloubi qui a été un symbole fort de la région que nous voudrions mettre en avant, et dans un aspect un peu moderne, et avec deux dames qui sont la mémoire de cette pratique-là. Ces deux dames-là, c'est Madame Traoré, Abi Traoré, et Madame Traoré, Fatoumata Traoré, qui sont la mémoire vivante de ce Kouloubi, qui vont nous permettre de former d'autres et de le moderniser pour que ces pratiques qui nous ressemblent, qui sont notre culture, notre tradition, puissent revivre au goût du jour. Aussi, certains responsables du ministère en charge de la culture sont également sur le terrain pour mieux expliquer le contenu du projet Culture Mali 2025 dans les différentes régions et essayer d'impliquer davantage les acteurs culturels locaux dans la célébration de l'année de la culture et revitaliser les industries culturelles. L'étape de Kita avec Cheikh Oumar Sangaré et Mahamadi Alioubari. Comme l'avait promis le ministre d'Affaires en charge de la culture lors du lancement officiel du projet Culture Mali 2025, des missions du département sillonnent les différentes régions. Celle de Kita a d'abord édifié les uns et les autres sur le projet Mali Culture 2025, ensuite échangé avec les acteurs sur les préoccupations culturelles en termes de propositions et enfin identifier et repérer les identités culturelles de la localité. Objectif, créer une dynamique qui fera des identités culturelles des opportunités de développement. Une fois ces identités culturelles identifiées, maintenant, entre nous techniciens, on verra comment transformer ces identités culturelles en vraie industrie culturelle dans chaque région. Et dans chaque région, on peut choisir 3 ou 4 industries culturelles de chaque région, financées pour pouvoir permettre à la région de se développer l'industrie locale, permettre à la région aussi d'être beaucoup plus animée et permettre aussi aux transformateurs locaux, parce qu'il s'agit de mettre en valeur les contenus locaux. Là où nous partons sur le contenu local, au lieu d'importer, nous avons tous les potentialités ici chez nous. Il s'agit de les mettre en valeur et pour pouvoir développer notre culture et être indépendants et avoir notre autonomie et pour la souveraineté que nous recherchons. Kitakuru en Iboudefo est un sanctuaire culturel et historique. Pour les missionnaires,
C'est un sentiment de satisfaction non seulement pour le patrimoine repéré, mais aussi pour l'engouement que l'année de la culture suscite auprès des populations de la région. Pour la concrétisation de l'année de la culture, aucune localité n'est laissée pour compte. C'est pourquoi plusieurs autres missions du genre sillonnent le pays de façon simultanée. Tout à fait, Cheikh Oumar. Visite d'une délégation de la Commission nationale Mali Culture 2025 à Sikasso. Cette fois-ci, c'est pour créer un cadre d'échange avec les autorités, les acteurs culturels et la chefferie traditionnelle du Kénédougou. La Commission a rencontré les membres du vestibule des Traoré pour leur expliquer le bien fondé de cette initiative présidentielle. Compte rendu, Yoruba Diabaté et Taïrou Konati. Dans son adresse à la nation le 31 décembre 2024, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta a décrété l'année 2025 année de la culture au Mali. C'est pour concrétiser cette volonté présidentielle qu'une mission de la Commission nationale Mali Culture 2025 séjourne à Sikasso en vue de créer un cadre d'échange avec les autorités, les acteurs culturels et la chefferie traditionnelle sur la mise en œuvre de cette initiative. Nos attentes sont plus que comblées pour la simple raison que actuellement nous sommes avec les notabilités de la région dans le vestibule de Sikasso où on a les représentants de notabilité et de légitimité traditionnelle. Cette mission a pour objectif d'élaborer une cartographie des identités culturelles de la région, analyser les forces, les faiblesses, mais aussi les menaces qui pèsent sur l'industrie culturelle locale. Cette idée, nous la saluons et nous la soutenons aussi pour la revalorisation de notre culture qui est en train de se perdre. Nous allons nous engager, nous allons tout faire, au moins pour que cette année soit une année vraiment de réussite dans la culture. Avant de quitter le vestibule, le porte-parole de ce haut lieu de culture a sollicité de la commission la reprise du festival Triangle du Balafon, un événement culturel majeur du Kénédougou qui regroupait les festivaliers du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Il faut signaler que Sikasso constitue la première étape de cette mission. Les pains tissés sont très prisés dans les marchés actuellement. Le Made in Mali prend le dessus et devient de plus en plus une réalité dans le quotidien de toutes et de tous. Cette tendance de valorisation du patrimoine textile s'inscrit dans une vaste campagne de promotion et de réaffirmation de notre identité culturelle. Reportage Ibrahim Kaoukonaté et Suleiman Diabaté. Les pains tissés connaissent un regain de popularité au Mali dans ces dernières années. Ces tissus traditionnels, souvent fabriqués à la main, sont non seulement les symboles culturels, mais aussi des pièces de mode incontournables. Que ce soit dans les défilés de mode, les événements culturels ou même dans la vie quotidienne. Les pains tissés sont de plus en plus prisés pour leur beauté. Le centre, communément appelé le CDAT, était un centre qui a été mis en place par l'État malien pour pouvoir transformer le coton que nous avons. Et ce coton est transformé en différents types de tissus. Et effectivement, le jeu en vaut la chandelle parce que depuis que ça a été décrété par le président de la transition pour dire que cette année a été dédiée à l'année de la culture, effectivement, vous avez raison, ces tissus-là sont devenus en tout cas la rusée maintenant de la population. Et pourquoi? Parce que vous le savez, comme on le dit en Bamanakan, fini soutara et fini maya. Donc c'est à travers le tissu que la personnalité même de l'homme est reconnue. Et c'est à travers le tissu qu'au Mali ici et dans plusieurs localités que alors les ethnies se diffèrent. Et la culture aussi se diffère. On arrive à différencier les différentes cultures des différentes ethnies à partir de leur accoutrement, à partir des tenues qu'ils portent. Cette tendance de valorisation du patrimoine textile s'inscrit dans un mouvement plus large de réaffirmation de l'identité culturelle malienne. Et les gens le portent de plus en plus, comme nous le savons, parce que les gens se sont rendus compte que c'est fait au Mali. Et puisque nous avons dit que c'est fait au Mali, puisque nous avons dit que nous devrons être en tout cas indépendants, et si nous les produisons, il faudrait que nous les consommions.
Donc c'est pourquoi les gens ont compris cet esprit des plus hautes autorités. Et maintenant, chacun veut avoir au moins dans sa garde-robe, en tout cas une tenue. Et c'est pour perpétuer la culture. Et comme au Mali, le Mali est un pays de culture, les pains tissés avaient leur place de choix au Mali. Si ce n'est pas maintenant, chaque famille avait son tisserand au bout du goudron. Nos grands-mères faisaient la filature et donnaient le fil au tisserand. La consommation de nos produits locaux permet de booster l'économie locale. Ça donne du travail aux artisans et ça fait la promotion de nos tissus et également ça permet de faire travailler beaucoup de métiers. En achetant un tissu malien, vous donnez l'opportunité à tous ces métiers de travail et vous donnez l'occasion même d'avoir de l'argent et faire même apprendre le métier à d'autres jeunes. Donc quand tu vois toute chaîne de valeur, ce sont les Maliens qui y travaillent et qui y vivent. Donc quand j'achète cette veste-là, donc tout est fait au Mali ici et c'est fait par les Maliens, c'est une fierté pour moi. De plus en plus, les créateurs de mode moderne réinterprètent ces tissus traditionnels, les intégrant dans les collections contemporaines, ce qui donne une nouvelle dimension aux pains tissés. Ça va parce qu'auparavant, les gens n'aimaient pas les pains tissés, mais actuellement, les gens ont commencé à consommer les tenues traditionnelles du Mali à partir de la venue de la transition au Mali. Comme je suis diplômée en commerce international, après mes études, je me suis dit, au lieu d'aller ailleurs, on a tout ici en Afrique. Donc je me suis dit que je vais valoriser les borolans, de les faire en chemise, en robe. Alhamdoulilah, ça a beaucoup marché. 2025, c'est la renaissance culturelle telle qu'amorcée par les autorités de la transition. C'est une invitation à la population pour le consommer local. Alors, consommons ce que nous produisons. Suite de cette édition, une conférence sur l'investissement a été organisée par l'Association des femmes des affaires étrangères. Le thème est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable ». Le point avec Maïmouna Guindo. Investir dans la femme n'est plus un slogan, mais une nécessité pour les femmes du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Leur souhait, mettre la femme au cœur de l'action diplomatique à travers des projets structurants pour l'autonomisation de cette dernière. Au-delà d'une aspiration individuelle, l'autonomisation des femmes constitue une étape cruciale vers la prospérité collective. À cet égard, les femmes des affaires étrangères sont investies d'une responsabilité spécifique liée à la nature de notre profession, tant à la centrale que dans les missions diplomatiques et post-consulaires à l'extérieur. Au niveau de la diplomatie malienne, ce message est compris. C'est pourquoi on soutient l'entrepreneuriat féminin qui est une nécessité pour le développement. L'investissement en faveur des femmes doit être ensuite collectif et institutionnel, notamment à travers un cadre normatif ambitieux et toutes les dispositions techniques, matérielles et financières à la portée de l'État pour favoriser une participation accrue des femmes à la vie publique. Sur ce domaine, des avancées ont été enregistrées. Mes chères sœurs et chers collègues, c'est dans ces moments de crise que vos talents naturels ont été les plus prononcés. C'est dans cette période de tension dans notre pays que vous vous êtes montrés à hauteur d'attente. Conformément au thème national de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le gouvernement a mis des stratégies en place pour accélérer le rythme. Le premier axe est l'autonomisation économique. Le deuxième axe, nous avons les réformes législatives et les sensibilisations. Le troisième axe, c'est l'accès à la santé et à la protection sociale. Au sortir, un constat s'impose, celui de ne plus croiser les bras. Il faut changer la donne et faire de l'autonomisation de la femme au Mali une réalité de tous les jours.
Et en prélude à la commémoration du 45e anniversaire de la disparition de Abdul Karim Camara, dit Cabral, demain 17 mars, l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'AMSUNEM a organisé ce dimanche une conférence débat sur le thème « L'importance de l'observation locale des élections en période de transition ». Aliou Abdoulaye Touré. Pour la 45e fois consécutive, l'AMSUNEM respecte une tradition en commémorant la disparition du leader estudiantin Abdul Karim Camara dit Cabral. En initiant cette conférence débat, l'amicale sensibilise les participants sur l'importance des actions à entreprendre pour une transition réussie, car Abdul Karim Camara dit Cabral était un partisan de la non-violence, de la discipline et du travail. Nous avons parlé de la thématique de l'organisation des élections en période de transition. Pour nous, une transition doit travailler pour que le jour où il y a des élections, qu'il ne puisse avoir aucune contestation. Abdul Karim Camara dit Cabral était un communiste, un socialiste, donc qui est d'une grande famille de culture. Il tenait aux questions des élections parce que tous les chefs d'État qui ont été connus au Mali, à commencer par Modibo Keïta et en passant par Mamadou Konaté, étaient amis de la famille de Cabral. Parce que Cabral, dans sa famille, recevait le cheikh Fandamari Keïta, qui était un grand divin. À l'entame de la rencontre, 1 minute de silence a été observée à la mémoire du leader estudiantin Abdul Karim Camara et à tous les martyrs de l'avènement de la démocratie au Mali. Le 15 mars est la journée internationale des droits des consommateurs. Cette journée a été marquée par une conférence débat organisée par l'Association des consommateurs du Mali. Le thème, une transition juste vers des modes de consommation durable pour un large choix au sein des marchés régionaux de l'Afrique. Reportage Ibrahim Kao Konaté et Aliou Bekoni. Depuis le 15 mars 1983, cette journée a été dédiée aux consommateurs dans le monde entier. L'occasion est bonne pour l'Association des consommateurs du Mali de rappeler les droits fondamentaux aux consommateurs. C'est un 15 mars 1962 que le président américain John Kennedy a demandé au Congrès américain d'octroyer des droits aux consommateurs. Et c'est ainsi que 4 droits, mais aujourd'hui nous sommes à 9 droits. Notamment le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit à la représentation, qui n'est vraiment pas connu par les médias. Le thème de cette année, c'est une transition juste pour des modes de consommation durable. La célébration de cette journée se tient au moment où la nouvelle mesure de taxation a démarré. Mais vous savez, nous avons une analyse. L'impact de la crise énergétique. Nous l'avons analysé. Il y a eu des pertes en vies humaines, des pertes d'emploi. Souvent même, il y a eu la démence sur certains. Et fort de cette analyse, nous avons accepté. Cette journée des consommateurs, magnifiée par l'ASCOMA, est organisée avec le concours de l'Institut de recherche et de la promotion des alternatives en développement IRPAD. Je tiens à rappeler que l'ASCOMA, au même titre que la REDECOMA, est un membre à part entière d'une coalition régionale qui s'appelle COPAGEN, la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain dont IRPAD est membre fondateur. Donc les associations de consommateurs font partie des premiers membres depuis 2004 à avoir adhéré à ces réseaux. Et donc, à ce titre, nous avons beaucoup cheminé ensemble. Créée en 1991, l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, œuvre en faveur des droits des consommateurs du Mali. Le mois de Ramadan est une période de grande consommation de certains produits alimentaires. Nous nous sommes rendus au marché pour nous enquérir de l'approvisionnement du marché, de la provenance et de la qualité de ces produits. Awa Adama Koulibaly. À l'heure de la rupture du jeûne, les tables à manger sont généralement garnies de petits mets, soigneusement concoctés pour faire oublier une journée d'extrême privation. Sur ces tables, certains articles sont presque toujours au rendez-vous. Nous sommes dans le magasin de farine. Sugoro, Toulou, Lipton, Malo.
Le marché est suffisamment fourni en cette période de grande consommation. Mais d'où nous proviennent ces produits? Ces farines proviennent des différentes usines de production de farine au Mali. On a le gambiaka, le sucre, les macaronis, et ils sont produits chez nous ici, même au Mali. Si la plupart des denrées de première nécessité sont des produits locaux, beaucoup sont aussi importés. Le Lipton, ça vient de l'Inde, Sri Lanka. Notre lait vient d'Islande. La boisson de marché, Kadamene Mali, Kumabala no 1 litre. Pani Penchi, Obebo Sénégal Kanawat. Angate nous à Baby Boshin. Bon barazi goleni chara foseri. Bol chama bo truc enfant ne ferana malla. Des champs aux assiettes en passant par les usines, chaque produit commercialisé est régi par une réglementation. Spécifiquement, c'est des prix requis, des normes telles que les normes de bonnes pratiques d'hygiène, des bonnes pratiques de stockage, de fabrication, de transport. Il y a ces magasins-là à vérifier ou bien nous, de temps en temps, mais en agent noble, nous produits contrôlés magasin donc à date sur les 2026 100 ans nous me permet mais à ce que mara en fait ka date in kono de am tangoro min fere nous dans 2 mois 3 mois il va se commencer à vendre parce que on va le magasin nous on climatal. Nous respectons toutes les normes fixées par le gouvernement d'une part. D'autre part, nous sommes aussi des personnes responsables. On ne peut pas se permettre de donner de la mauvaise qualité aux Maliens. Aucun consommateur ne s'est jamais plaint de la qualité des pâtes offertes au Mali. Pour assurer une qualité supérieure aux consommateurs, tout un circuit de contrôle est mis en place. Au niveau des frontières, nous avons des agents qui regardent un peu ce qui rentre et ensuite nous leur demandons de venir prendre les autorisations. Nous contrôlons les denrées alimentaires ici au Laboratoire national de la santé, que ce soit les denrées alimentaires qui sont produites en République du Mali par nos unités de fabrication ou de transformation et aussi certaines denrées alimentaires qui sont importées aussi par nos opérateurs économiques. Tous ces échantillons-là ne sont pas conformes. Quand les résultats de labo ne sont pas bons, il n'y a pas de discussion à mener, donc le produit ne sera pas mis sur le marché. Ou s'ils ne sont pas autorisés, qui n'ont pas les logos, les dates de péremption ne sont pas bonnes, sont automatiquement retirés du marché. Pour en arriver là, beaucoup d'acteurs entrent en jeu, des services de veille aux consommateurs. Notre intervention en ce qui concerne la qualité des produits se fait à la suite d'une saisine par les consommateurs ou bien suite à des faisceaux d'indices par rapport à la qualité de certains produits dans certains secteurs. En ce moment, nous intervenons à travers une investigation économique. Nous avons des contrôles spécifiques, ça c'est 2 fois par mois. Et le contrôle conjoint que nous faisons avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, le ministère du Commerce et de la Concurrence. Normalement, c'est trimestriel. La même source nous confirme que depuis 2023, les contrôles inopinés et conjoints du département de la sécurité sanitaire des aliments sont aux arrêts, faute de moyens. Après investigation, seulement 1528 sur les milliers de produits alimentaires, végétaux et animaliers sont certifiés et autorisés sur le marché. Les autres sont-ils propres à la... Le marché de la ville de Gao est actuellement bien approvisionné en légumes en ce mois de Ramadan. Les légumes très prisés en cette période sont disponibles en grande quantité et à des prix abordables selon les consommateurs. Adizatou Mohamed Maïga. Nous sommes au grand marché de Gao. En dehors de la place dédiée à la vente de légumes, une grande partie du marché est prise d'assaut par les vendeuses de légumes. Sur place, on trouve de la carotte, la betterave, la tomate, du concombre ou encore de la pomme de terre. Tous ceux-ci sont issus d'une production locale, comme le témoignent les vendeuses. À mon avis, la production de cette année a beaucoup réussi. Même les gens qui sont en brousse ont profité de la montée des eaux pour faire du jardinage. C'est avec eux que nous achetons ces légumes.
Tous ces légumes sont produits ici dans la région, sauf l'igname, le citron, le gingembre et le quinqueliba qui proviennent d'ailleurs. Ici, je dispose de plusieurs types de légumes, des tomates, des betteraves, des poivrons, des oignons, du piment et salade. La crue de cette année nous a fait peur, mais Dieu merci. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est la lenteur du marché. Très prisés en ces mois de Ramadan, les légumes sont à la portée de tous. Les clients qui viennent se ravitailler ne cachent pas leur satisfaction. J'ai venu acheter des condiments, tomates, poivrons, nyamakou, il y en a, et puis c'est moins cher. L'année passée, là, il n'y en a pas, mais cette année-là, vraiment, il y en a. Dieu merci. Je suis venu faire les achats. Pour la Ramadan, cette année, il y a beaucoup de l'eau qui est rentrée. Il y en a beaucoup de gens qui ont fait des jardins, tout ça. Il y en a beaucoup de fruits dans les marchés cette année. Bon, Dieu, alhamdulillah. En ces mois de Ramadan, nous pouvons dire Dieu merci. Le marché est bien approvisionné, les légumes sont moins chers aussi. Il y a eu des années où en cette période, il n'y a rien sur le marché. Nous prions pour que Dieu nous montre le Ramadan prochain et trouver les légumes de la même sorte sur le marché. L'abondance de la production de cette année à Gao est une première, selon Ibrahim Ahamadou, jardinier au quartier Boulgoundié. Ce résultat est l'un des atouts du changement climatique, notamment la montée des eaux et les fortes quantités de pluie enregistrées dans la région de Gao. Depuis plus de 40 ans, on n'a pas assisté à une telle production. Cette année, on a assisté à une augmentation de l'eau du fleuve à Gao. Beaucoup de gens ont profité de cette situation pour devenir des jardiniers. Voilà la raison de cette abondance de légumes sur le marché. D'habitude, déjà en mois de mars, nos jardins sont vides. Mais cette année, avec la montée des eaux, nous pouvons travailler dans nos jardins jusqu'au mois de mai. Pour ce qui concerne la pomme de terre, nous avons des types actuellement sur le marché. Celle de l'Algérie qui est vendue à 600 francs le kilo et la pomme de terre locale qui est très prisée par les consommateurs. Elle est cédée à 650 francs. Avec l'abondance de ces produits locaux sur le marché, l'autosuffisance alimentaire tant voulue par les plus hautes autorités de notre pays sera sans doute une réalité. À Sikasso, les magasins sont bien approvisionnés également en produits de grande consommation en cette période de Ramadan. C'est le constat fait par les autorités régionales qui viennent de visiter des magasins. À Kidal aussi, les marchés sont bien approvisionnés et les prix sont abordables. Constat fait par les autorités administratives. À Sikasso, Mariam Touré, Kidal, Sungalo Doumbia. Première escale de cette visite de terrain. Les magasins témoins de Adama Ouattara et d'Abdoulaye Djabi dans le quartier de Wairma. Dans ces deux, comme dans les magasins de la Sodraf, dans le quartier de Bougoula-Ville, les stocks de riz, de sucre, de farine sont assez rassurants. Nous remercions l'ensemble des opérateurs économiques pour leur engagement. Les marchés sont bien ravitaillés et les prix sont respectés. Nous rendons grâce aux autorités de la transition pour leur accompagnement. S'agissant de l'huile alimentaire, l'huilerie cotonnière de Sikasso, Ekosi, qui a aussi reçu la délégation, la production disponible de nos jours couvre largement les besoins du marché. Nous remercions les bons dieux et les autorités pour cette initiative et les facilités qui nous ont été accordées. Nous donnons l'assurance d'un ravitaillement du marché et à des prix à portée de bourse. Pour les autorités administratives, satisfaites du niveau d'approvisionnement du marché, ont salué l'engagement citoyen des opérateurs économiques tout en invitant les populations à la vigilance. Les prix sont structurés comme suite. Le sucre importé est fixé à 650 francs le kilogramme. Le sucre local est cédé à 600 francs le kilogramme. Et nous avons le riz subventionné qui est cédé aussi à 450 francs le kilogramme. Il y a la farine également qui est cédée à 600 francs le kilogramme. Et l'huile importée est cédée à 1200 francs. Et l'huile locale est cédée à 1000 francs le litre. Bon, donc le constat est que sur le terrain,
les prix pratiqués sur les terrains sont en deçà même de ces prix plafonds fixés. Mais cela n'empêche, le contrôle est là. L'objectif de cette mission, c'était d'abord de nous assurer de la disponibilité des produits de consommation courante pendant ce mois de carême et de nous assurer que les stocks qui existent sont suffisants pour couvrir les besoins des populations en cette période. Donc le constat est satisfaisant. À tous les niveaux, des assurances ont été données. Une visite du premier marché de Kidal a été effectuée par les CAEF, accompagnée pour la circonstance par le préfet du cercle de Kidal, les représentants du maire ainsi que les directeurs du commerce de la région. Objectif, s'imprégner de la disponibilité des denrées alimentaires en ces mois bénis du Ramadan. Pour ce mois de carême, on a constaté que les magasins sont assez fournis parce qu'on a constaté quand même par rapport aux vivres, le riz, le sucre, les pâtes alimentaires, les mayonnaises, les confitures, tout ça là, je crois qu'elles sont sur le marché. La délégation s'est rendue dans certaines boutiques et magasins pour constater la disponibilité des denrées en grande quantité et les prix sont raisonnables. Les prix n'ont pas évolué en fonction de ce mois-là. On peut dire que, sans risque de se tromper, que on va passer le mois de carême sans inquiétude. Au regard de la qualité et la quantité des produits dans les différents marchés, les populations de la 8e région vont passer les mois bénis sans aucune inquiétude. Et dans la région de Taoudéni, une rupture collective de jeunes a regroupé autorités et populations. C'est dans le cadre de Sungalo Solidarité. Des prières et bénédictions ont été faites pour le Mali. De Taoudéni, Fousseni Samake et Yacouba Koni. À travers cette rupture collective de jeunes, les autorités de la région de Taoudéni manifestent la solidarité gouvernementale envers les différentes couches socio-professionnelles de la région. Un moment de partage, de communion et de consolidation de la cohésion sociale. Donc la vision de l'État pour que toutes les populations de chaque région, qu'ils vont prier pour la stabilité dans notre pays. Et vous savez tous, ces moments très sensibles, surtout pour les musulmans. Donc c'est les mois de la solidarité, c'est les mois de Ramadan. On prie pour qu'on puisse avoir la paix dans notre État. C'est ça l'objectif des chefs de l'État. Les responsables religieux et ceux des organisations de la société civile se retrouvent avec les autorités régionales autour du même plat, ce qui représente une des valeurs cardinales de notre société. Cela vraiment nous montre que les autorités veulent vraiment renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre l'ensemble des fils et les communautés de la région de Taoudéni. Je souhaite vraiment bon vent au chef de l'État, Assimi Goïta, ainsi qu'au gouverneur de la région de Taoudéni, M. Mohamed Abdelrahman Oumeidou, vraiment qui font tout pour aider la région. À travers ces mois bénis du mois de Ramadan, nous souhaitons, nous demandons au Dieu le Tout-Puissant pour que la paix puisse revenir. Nous saluons également la présence des forces de défense et de sécurité et nous leur souhaitons que la paix et la sécurité puissent revenir ici au Mali, dans la région également de Taoudéni en particulier. Cette rupture de jeunes qui s'inscrit dans les objectifs de Sungalo Solidarité a pris fin par une prière et des bénédictions pour la cohésion sociale au Mali. La coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali a présenté son plan d'action 2025, un plan qui s'articule essentiellement autour de la promotion de la citoyenneté, du leadership et de l'engagement patriotique des jeunes. Un reportage signé Youssouf Diakité et Taïeba Diaouyakoya. Cette cérémonie consacre la présentation du plan d'action 2025 de la coalition des forces juvéniles pour le renouveau au Mali, COFOR. La formation à la citoyenneté, l'engagement patriotique et politique, le leadership des jeunes sont entre autres les éléments fondateurs de ce plan d'action de la COFOR Mali 2025. Le plan d'action est composé de plusieurs axes et le premier projet c'est par rapport à la citoyenneté. Parce qu'au Mali, les gens parlent de citoyenneté, mais ils ne savent pas ce que c'est que la citoyenneté. Pour nous, la citoyenneté, c'est une formation de base. Les partenaires apprécient la pertinence des éléments constitutifs du plan d'action à sa juste valeur. Le leadership des jeunes, et leur formation dans l'agrobusiness, tout ce qui s'ensuit, elle est très importante parce que vous savez qu'au Mali aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes formés, mais qui n'ont pas de boulot. Alors leur reconversion
en agro-business, c'est une très bonne chose. Le Mali est un pays d'agriculture et d'élevage. La restauration de valeurs, parlons-en. Depuis que nous avons été dans la chose publique, nous disons qu'il n'y a pas de construction au Mali sans la restauration des valeurs du Mali. C'est ce qui manque aujourd'hui à cette jeunesse. Quels repères, quelles valeurs faut-il porter? Je pense qu'une nation s'appuie sur cela. Les grandes nations se font sur des grandes valeurs qu'on n'abandonne jamais. Alors donc je crois qu'on a besoin de cela. Aussi l'aspect AES. Je crois que c'est important de comprendre. Et moi je le dis tout le temps, l'AES n'est pas contre quelqu'un. Pour les jeunes, c'est pas attendez votre tour demain. Demain c'est aujourd'hui. C'est avec eux que nous devons faire. Et ces types de formations me paraissent essentiels pour leur permettre d'assumer leurs responsabilités d'aujourd'hui et aussi et surtout leurs responsabilités de demain. L'AES, nous y sommes. C'est une façon pour la coalition d'apporter sa contribution à la construction de l'édifice national. Également dans ce 20h, remise de matériel bureautique et informatique aux sous-préfets de la région de Kaya, des matériels qui vont leur permettre de bien mener leur mission. Reportage Brahima Daou. Dans les soucis d'offrir un cadre de vie et de travail digne de leur rang, les autorités du pays sont en train de fournir des efforts énormes pour mettre à la disposition des représentants de l'État au niveau local des infrastructures et des matériels de travail adéquats. C'est dans ce cadre que les sous-préfets de la région de Kayes ont reçu des ordinateurs, des imprimantes, des mobiliers et d'autres équipements nécessaires pour un travail administratif moderne. Notre cérémonie de cet après-midi témoigne de l'intérêt que les plus hautes autorités accordent à l'amélioration des conditions de travail des agents de l'État pour une meilleure gouvernance. Chers sous-préfets, les tâches qui vous incombent sont nombreuses et variées. Il est impératif que vous puissiez travailler dans des conditions optimales pour répondre aux attentes légitimes des populations. Le porte-parole des sous-préfets bénéficiaires a remercié les plus hautes autorités du pays et a promis que bon usage sera fait de ces matériels acquis. Cette importante acquisition de matériel consacre à jamais le renouveau et la modernisation de notre administration dans un contexte de Mali courant. Nous, bénéficiaires, nous disons merci, mille merci à notre département de tutelle pour n'avoir ménagé aucun effort afin de nous mettre dans les conditions idoines de travail. Je voudrais rassurer le gouverneur que mes collègues et moi-même, nous nous engageons à veiller sur le matériel acquis comme sur la prunelle de nos yeux et que bon usage en sera fait. Qu'Allah bénisse le Mali. Après la remise des matériels, le chef de l'exécutif régional a invité les préfets, sous-préfets et tous les participants à la rupture du jeûne de ce premier vendredi du mois béni de Ramadan. Ce fut un moment symbolique de partage et de prière dans la convivialité. Un mot de politique, rentrée politique de mouvement politique Djekabara MJB à Sikasso, un événement placé sous le signe de la défense de la souveraineté et du soutien à la transition. Compte rendu, Djenebou Diarra et Suleiman Bamba. Pour cette rentrée politique placée sous le signe la souveraineté retrouvée, unissons nos voix et nos forces. Les militantes et militants du mouvement politique Djekabara ont répondu massivement à l'appel de la coordination régionale. Occasion pour le coordonnateur régional d'égrener les acquis du parti en région de Sikasso, les difficultés et les perspectives. Très jeune, le parti mouvement Djekabara MJB se veut un parti pour le développement et l'épanouissement de nos concitoyens. Djekabara, comme son nom l'indique, se situe dans l'optique d'un mouvement d'ensemble à travers lequel toutes les couches de la société s'identifieront. Forte d'une expérience acquise depuis sa création et conscient des préoccupations de chaque couche de la société. Pour le président, les performances réalisées par la représentation régionale illustrent à suffisance l'état de santé du parti à Sikasso. Il s'agit pour le parti Djekabara de rendre un hommage mérité au travail de terrain que vous avez déployé pour l'implantation du parti dans la région de Sikasso. C'est l'occasion pour moi d'être reconnaissant à cette région, à son peuple fier, travailleur et confier le parti Djekabara à la veillante population de cette région. Cette formation politique est la vôtre. Et le président de saisir cette occasion pour inviter les militants et responsables du parti en région de Sikasso à serrer les rangs,
à renforcer la cohésion et œuvrer au quotidien pour le succès de la transition. Le dernier message, c'est d'appeler les Maliens à l'union sacrée autour de l'essentiel et l'union sacrée autour du Mali. Un appel que les militants ont promis de traduire en actes concrets et devrait à donner au parti toute sa dimension en région de Sikasso. AES Actualité au Burkina Faso, des familles utilisées comme boucliers humains par des terroristes ont été accueillies et transférées à Ouagadougou pour de meilleures prises en charge. Une délégation ministérielle a rendu visite hier dans l'après-midi à ces familles. Des détails avec Achille Kaboré. Ils sont 305. Ces membres de famille, utilisés comme boucliers par des terroristes dans une forêt de la Boukoudoumoun, sont recueillis par les forces combattantes burkinabées. Ces familles sécurisées étaient dans une situation de dénutrition et de détresse sanitaire. Des cas de peur excessive, des cas d'insomnie et des cas de retrait social. Donc c'est une symptomatologie donc, de détresse psychologique donc on constate lorsque des personnes ont été confrontées à des incidents critiques. Donc en tant que psychologue, donc, nous prévoyons donc de mettre en place rapidement un dispositif donc, pour pouvoir prendre en charge ces cas. Dès lors, le chef de l'État et le Premier ministre instruisent de les transférer sur ces sites à Ouagadougou pour une meilleure prise en charge. Les départements en charge de la sécurité, de la santé et de l'action humanitaire agissent donc en synergie pour leur venir en aide. Cette délégation gouvernementale est venue voir ce qui est fait. Nous sommes venus aujourd'hui sur instruction de leurs excellences pour nous enquérir véritablement des conditions dans lesquelles ces PDI sont prises en charge. Le point qui nous a été fait ici par les services sociaux, notamment le ministère de la Santé qui s'est déployé avec toute une équipe pluridisciplinaire. Il y a même des psychologues qui ont été également associés pour prendre en charge l'ensemble de ces personnes. Il y a des cas de paludisme, il y a des cas de malnutrition, il y a des cas de choc psychologique naturellement. Donc tous les cas sont pris en charge à ce jour. Après avoir été sauvés par les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie et mis à l'abri par les autorités burkinabées, ces familles témoignent et remercient le gouvernement. Nous étions dans notre village jusqu'à ce que la situation s'aggrave. Nous étions contrôlés par les terroristes. Dieu merci, on nous a libérés. Nous sommes ici pris en charge et nous remercions les autorités. Nous avons d'abord été conduits à Solenzo, puis ici. J'ai tout abandonné sauf mes 2 enfants. Merci à Ibrahim Traoré qui a mis des cars à notre disposition pour nous transporter jusqu'ici. Le fait de retrouver ces familles et les prendre en charge montre le professionnalisme des forces combattantes burkinabées et bat en brèche une certaine campagne de désinformation diffusée à ce sujet sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut préciser que nos forces combattantes se sont retrouvées en face de ces familles-là et ont eu la conviction et les éléments de preuve qu'elles étaient retenues contre leur gré en otage afin de servir de bouclier humain par les terroristes. Donc nous sommes dans une dynamique positive de résultats. Nos forces vont continuer les opérations offensives que nous avons enclenchées et nous allons même les intensifier. Donc les tentatives de désinformation qui sont faites non seulement pour ternir l'image des forces combattantes et aussi pour saper notre dynamique ne nous atteindront pas. Nous restons focalisés sur nos opérations afin de reconquérir l'intégralité de notre territoire national et d'anéantir les forces du mal. Aujourd'hui, il n'y a pas de commune mesure. Le rapport de force est nettement en faveur de nos forces de défense et de sécurité qui se déploient, qui s'activent au quotidien à bien sûr ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Donc nous lançons l'appel à l'endroit de tous ceux qui se rendent encore complices de ces terroristes. Il est temps de déposer les armes, il est temps de rallier. Aucun Burkinabé, aucun citoyen vivant sur le territoire burkinabé ne verra ses droits lésés, insiste le porte-parole du gouvernement. Par contre, ceux qui refusent jusque-là de déposer les armes
verront les forces combattantes burkinabées sur leur chemin. Et toutes nos excuses pour la qualité des images de ce reportage. Au Niger, intervention des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 13 au 15 mars 2025. Un commentaire de Jocelyne Amoussou. Dans le cadre de l'opération Damissa, menée dans la région de Dosso, dans la nuit du 13 au 14 mars 2025, aux environs de 0h20, un groupe terroriste lourdement armé a mené une attaque coordonnée contre l'escadron de la Garde nationale du Niger basé à Falmey dans la région de Dosso. Profitant de l'obscurité, l'ennemi a tenté de s'infiltrer depuis l'ouest pour prendre d'assaut la position défensive établie. Grâce à la vigilance et à la détermination des éléments de l'escadron de la Garde nationale du Niger, l'attaque a été vaillamment repoussée. Nos forces ont fait preuve d'un courage exemplaire, neutralisant la menace et obligeant les assaillants à battre en retraite. Le renfort rapide des forces armées nigériennes et de la patrouille départementale a permis d'engager une poursuite tactique mettant davantage de pression sur l'ennemi en fuite. Cette manœuvre a conduit à la récupération de plusieurs équipements abandonnés par les terroristes dans le cadre de l'opération NIA menée sur la rive droite du fleuve Niger. Poursuivant leur opération de ratissage dans le secteur de Kourchoungou, une patrouille des FDS a identifié et détruit avec succès un bouchon de 5 engins explosifs reliés en série. Dans le cadre de l'opération Al-Mahou, les forces de défense et de sécurité poursuivent avec détermination leurs actions de sécurisation sur la rive gauche du fleuve Niger, notamment dans la région de Tillabéri, une zone particulièrement exposée aux menaces des groupes criminels organisés. Le 14 mars 2025, exploitant des renseignements précis et fiables, une patrouille de FDS a été déployée pour intervenir au marché hebdomadaire de Fala, où des individus suspects affiliés au groupe criminel avaient été signalés. Grâce à l'appui d'un agent de renseignement opérant sur le terrain, l'intervention a permis l'interpellation de 27 individus suspects. Dans le cadre de l'opération Chara, menée dans la région de Tawa, une action coordonnée des forces de défense et de sécurité a permis l'interpellation le 14 mars 2025 aux environs de 10h30 de 2 individus dans le village d'Adermboukar. Ces derniers sont soupçonnés d'être impliqués dans un réseau logistique de ravitaillement des groupes criminels au centre du pays, dans la région de Maradi, au sein de l'opération Yerda. Cette fin de semaine, les forces de sécurité de la position de Meidaboro ont interpellé un bandit notoire au nord du pays, dans la région d'Agadez. Une patrouille des forces de sécurité opérant dans les environs d'Arlit a surpris un groupe de bandits armés à environ 90 km à l'ouest de la localité. Cette opération pointée a permis de neutraliser 3 assaillants et de saisir un important arsenal. Dans le cadre des missions de surveillance et d'assistance humanitaire menées par les forces de défense et de sécurité sur les axes désertiques, les éléments de la zone de défense numéro 8, installés au Puy Espoir, ont secouru le vendredi 14 mars aux environs de 13h40 les passagers d'un véhicule de migrants tombé en panne à une 50aine de kilomètres du poste sur l'axe Diado. L'intervention rapide des militaires a permis de porter secours à 50 personnes, dont 18 hommes, 20 femmes et 12 enfants, tous retrouvés en détresse sous des conditions climatiques extrêmes. Dans la ville de Niamey et ses environs, le jeudi 13 mars 2025, vers 17h, un détachement de FDS déployé à Laoudou sur la RN27, suite à l'exploitation de renseignements, a intercepté une cargaison de substances chimiques illégales. Sport dans 20h week-end, c'est tout de suite et maintenant avec Sragatou Sissi. Bonsoir Sragatou. Bonsoir Karia, tu connais. Alors, championnat national pro de Ligue 1, la 15e journée est en cours. Oui, 3 matchs se sont déroulés ce dimanche. Le Joliba s'est bat les Étoiles du Mans 2-0 et conforte son fauteuil de leader avec 34 points. Le Stade Malien de Bamako s'est imposé 3-0 face à l'Aïsral. Les Blancs sont deuxième avec 31 points. L'Union sportive de Bougouba n'a pas fait de cadeau à l'ASCO 3-0. Cette 15e journée s'achève demain lundi au stade Mamadou Konaté avec les rencontres AS Bakardian de Baraou de l'Union sportive de Bougouna à 16h30 et Binga FC Diara à 18h30.
Et du neuf dans l'administration des sélections nationales du Mali avec la nomination de Fousseini Diawara et de Sambasso chez les Espoirs et les Aigles du Mali. La FEMAFOOT oxygène le nid des Aigles Espoirs. Fousseini Diawara est nommé sélectionneur des moins de 23 ans. L'ancien défenseur des Aigles va découvrir l'univers du principal chez les Espoirs. Un nouveau challenge pour Fousseini Diawara. Autre nomination, celle de Sambasso. Il devient le manager général des Aigles du Mali. L'ancien milieu de terrain tentera d'apporter sa touche dans ce secteur. Par ailleurs, la Fédération malienne de football tiendra demain lundi à 9h30 son assemblée générale extraordinaire. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, le projet de budget 2025 et la révision des textes en harmonie avec ceux de la FIFA. On va dire bon vent à Fousseini Diawara et à Sambasso. Tout à fait. La Fédération malienne de basketball met l'accent sur la formation avec la tenue d'un stage des entraîneurs de niveau 1. Oui, les règles et lois du jeu en basket évoluent et la Fédération malienne de basketball veut se mettre à la page en organisant un stage d'entraîneur de niveau 1 en collaboration avec l'Association mondiale des entraîneurs de basket. Hawa Kamisogo nous donne les grandes lignes. Au total, 15 techniciens, tous entraîneurs de catégorie d'âge de basketball, participent à cette session de formation animée par l'instructeur FIBA, Sir Parveto Ajivon, et qui doit durer environ une dizaine de jours. Les stages s'articulent autour des nouvelles lois du basketball et de la préparation physique et mentale du joueur. C'est l'acquisition de connaissances au niveau des entraîneurs d'abord. Le rôle, on va travailler sur le jour, on va travailler surtout sur le manuel level 1. Parce que depuis un certain temps, FIBA a mis en place un manuel, des manuels niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est sur cette base-là qu'on va travailler le rôle des entraîneurs, les capacités, les compétences des joueurs et les compétences stratégiques pour les équipes. Cette formation de 7 jours a pour but de renforcer les capacités des stagiaires dans le métier d'entraîneur. Pour toute organisation, il faut former les acteurs. Donc la réussite d'une organisation passe impérativement par la formation des cadres. Et au basketball, si vous le constatez, on est en train de former les entraîneurs, les arbitres, les administrateurs et même les journalistes. On a initié des formations en tout cas pour échanger avec eux. C'est en formant qu'on peut atteindre des objectifs. L'initiative est saluée par le représentant du ministre qui encourage les jeunes apprenants à la quête du savoir pour le plus grand bonheur des amoureux de la balle au panier. Louer du moins l'abnégation, cette volonté manifeste qu'anime la fédération depuis des décennies et à porter le sport malien au firmament. On ne saurait que s'en réjouir. La formation des maillons très importants de la chaîne du développement, voire de la promotion du sport, aussi bien à l'échelle nationale que sur l'échiquier international. À noter que la Fédération malienne de basketball continue avec son objectif de former les acteurs du basketball malien. Cette formation se déroule au Palais des Sports Salamatou Meïka. Merci beaucoup, Seragatou. Et bon début de semaine à vous. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain commence une nouvelle semaine. Entendons-la avec persévérance. C'est ensemble que nous ferons le Mali Koura. Nos grands-pères disaient qu'un doigt seul ne peut attraper les puces. Bonne fin de soirée à tous.